Avant de signer, personne ne lit les annexes. Personne ne demande pourquoi certains noms apparaissent puis disparaissent. Dans les dossiers de succession, il existe des silences trop bien rédigés. Des silences validés, tamponnés, acceptés par l'administration. Cette histoire commence avec une entreprise parfaitement légale. Son activité officielle, conseil patrimonial et résolution de conflits familiaux. Son véritable produit, l'effacement. Et parfois, l'effacement laisse des traces. Je travaillais depuis 6 mois au service conformité d'un grand cabinet parisien lorsque le nom de la société est apparu pour la première fois. Elle n'avait rien d'exotique. Une structure de conseil inscrite au registre avec des bureaux près de la place de l'Opéra et une équipe d'anciens juristes, notaires, administrateurs. Leur spécialité affichée, optimisation successorale en contexte complexe. Dans le milieu, on disait simplement qu'ils débloquaient des situations. Le dossier concernait une succession bloquée depuis des années. Héritiers multiples, filiations floues, documents anciens, décisions contradictoires. La société était intervenue comme médiatrice. 3 mois plus tard, le partage avait été validé. Propre, fluide, trop fluide. En comparant les versions, j'ai remarqué une chose étrange. Un nom figurait dans les premiers échanges, puis cessait d'apparaître. Pas rayé, pas contesté, simplement absent. Comme s'il n'avait jamais été là. J'ai d'abord pensé à une erreur administrative. Cela arrive. Mais en creusant, j'ai découvert un modèle. Toujours le même schéma. Une personne juridiquement existante, jamais officiellement contestée, qui s'évapore entre 2 versions certifiées. Aucun recours, aucun rejet formel. Juste un silence parfaitement construit, appuyé par des contrats de confidentialité et des avis techniques impossibles à attaquer, sans moyens considérables. La société appelait cela une neutralisation de risques humains, une expression clinique, presque élégante. Leur argument, protéger les héritiers légitimes contre l'instabilité, éviter des années de procédure, préserver la valeur des patrimoines. Tout était légal, chaque étape validée. Pourtant, en lisant ces dossiers, j'avais l'impression de regarder un montage cinématographique où certaines scènes avaient été coupées sans laisser de traces. Un soir, en quittant le bureau, j'ai reçu un message chiffré sur ma messagerie professionnelle. Une simple phrase: « Vous regardez le mauvais document. Cherchez l'avenant 7. » À cet instant précis, j'ai compris que cette entreprise ne vendait pas du conseil. Elle vendait quelque chose de bien plus rare. Et que quelqu'un avait décidé de vérifier si je pouvais, moi aussi, être réduit au silence. J'ai trouvé l'avenant 7 à une heure tardive, quand les étages étaient presque vides, et que les écrans reflétaient plus mon visage que les textes juridiques. Ce n'était pas un document spectaculaire. 3 pages, langage neutre, aucune décision explicite, seulement des définitions. Redéfinir un périmètre successoral, redéfinir une présence juridiquement pertinente, redéfinir un intérêt à agir. En modifiant ces mots, on ne supprimait personne. On rendait simplement certaines personnes incompatibles avec la procédure. Tout était là. Une mécanique d'une précision glaçante. L'avenant permettait de considérer qu'un individu, bien que réel, documenté, reconnu par l'état civil, ne remplissait plus les conditions pour apparaître dans les échanges officiels. Pas exclu, pas rejeté, non pertinent. Et ce qualificatif, validé par un collège d'experts contractuellement indépendants, suffisait à figer la situation. Aucun juge ne tranchait, aucune autorité ne refusait. Le silence devenait la décision. En remontant les dossiers précédents, j'ai vu que la même société avait utilisé cette méthode des dizaines de fois. Toujours avec des héritages importants, toujours avec des familles fragmentées, recomposées, traversées de zones grises. Les personnes effacées n'étaient jamais totalement absentes. Elles restaient dans les archives internes, dans des annexes non communicables, protégées par des clauses de confidentialité renforcées. Officiellement, elles n'existaient plus dans le récit juridique. Ce qui m'a troublé, ce n'était pas la technique, c'était la demande, car chaque mission débutait par un contrat signé par les héritiers restants. Une phrase revenait souvent. « Nous souhaitons une résolution définitive.
sans élément perturbateur futur. Le mot perturbateur revenait comme un refrain. Il ne désignait pas un comportement, mais une existence. Une simple présence devenait un risque économique. J'ai commencé à me demander combien de personnes vivaient sans savoir qu'elles avaient été neutralisées ainsi, qu'elles n'avaient rien perdu officiellement, mais qu'on leur avait retiré toute possibilité d'apparaître. Et surtout, pourquoi quelqu'un avait voulu attirer mon attention sur cet avenant précis? En quittant le bureau ce soir-là, j'ai croisé un homme que je n'avais jamais vu. Il m'a regardé et a simplement dit « Vous avez trouvé. Maintenant, il faut décider. » Je n'ai pas su s'il parlait du dossier ou de moi. Les jours suivants, mon accès à certains dossiers a été restreint sans notification officielle. Rien d'illégal. Une simple réorganisation interne, justifiée par une segmentation des risques informationnels. C'était subtil, presque élégant. On ne me disait pas d'arrêter, on m'invitait à ne plus voir. Mais j'avais déjà vu assez pour comprendre que cette entreprise ne travaillait pas seulement sur les héritages. Elle travaillait sur les récits. En analysant les contrats cadres, j'ai compris leur véritable force. Chaque mission était construite comme une œuvre collective, fragmentée entre plusieurs prestataires. Aucun acteur n'avait la vision complète. Chacun intervenait sur un détail technique, une interprétation, une temporalité, une compatibilité administrative. Pris isolément, ces actes étaient anodins. Ensemble, ils produisaient un résultat irréversible. Une personne pouvait continuer à vivre, travailler, signer, exister socialement, tout en étant juridiquement inaudible dans un contexte précis. Comme si une porte s'était refermée sans bruit. J'ai contacté un ancien collaborateur, parti brusquement 2 ans plus tôt, officiellement pour un burn-out. Officieusement, son nom n'apparaissait plus dans aucun organigramme, aucune note interne. Il a accepté de me parler, mais pas par écrit. Ils ne suppriment pas les gens, m'a-t-il dit. Ils rendent leurs paroles inutiles. Et quand ta parole ne produit plus aucun effet, tu finis par te taire toi-même. Avant de raccrocher, il a ajouté une phrase qui m'a poursuivi toute la nuit. Ce n'est pas une entreprise de conseil, c'est une entreprise de consentement. Je me suis alors rendu compte d'un détail troublant. Dans plusieurs dossiers, la personne effacée avait signé un document, un accord de confidentialité présenté comme une formalité, une indemnisation discrète, une promesse de tranquillité, rien d'imposé, tout semblait accepté. Et c'est là que la frontière devenait floue. À partir de quand un choix est-il encore libre quand toutes les alternatives ont été rendues impraticables? Le lendemain matin, une enveloppe m'attendait sur mon bureau. Aucun logo. À l'intérieur, un contrat vierge, prêt à être signé. Mon nom y figurait déjà, parfaitement orthographié. Et dans les annexes, je reconnus une clause que je n'avais vue que dans un seul type de dossier. Je compris alors que l'histoire n'était plus une observation. Elle devenait une proposition. La clause était discrète, presque banale. Elle parlait de stabilité narrative et de renonciation préventive à toute action susceptible de créer une dissonance administrative. Rien qui ressemble à une menace, rien qui ressemble à une contrainte. Pourtant, en la lisant, j'ai compris qu'elle ne cherchait pas à me faire taire. Elle cherchait à m'aligner, à faire de moi un élément cohérent du système. Le contrat ne proposait ni promotion, ni somme précise. Il évoquait une requalification de trajectoire, un accompagnement, une sortie maîtrisée des zones sensibles. En échange, je m'engageais à ne jamais contester, ni publiquement ni indirectement, l'existence ou la légitimité des dispositifs que j'avais observés. Pas de mensonge exigé, juste une absence d'intervention, une neutralité définitive. Ce qui m'a troublé, c'est que le document anticipait déjà mes hésitations. Une annexe entière décrivait les conséquences possibles d'un refus. Rien de spectaculaire. Aucun licenciement brutal. Seulement une lente érosion. Des missions moins centrales. Des avis moins sollicités. Des décisions prises sans moi. Le texte appelait cela une désynchronisation progressive. Une manière élégante de sortir quelqu'un du champ sans jamais le pousser. Je suis resté longtemps immobile, le contrat ouvert devant moi, en observant mon nom imprimé, comme s'il avait toujours été destiné à cet endroit.
J'ai alors réalisé que ce que cette entreprise vendait vraiment, ce n'était pas le silence, c'était le soulagement. La possibilité de ne plus avoir à porter une version instable de soi-même, de devenir administrativement simple. En quittant le bureau ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose d'infime mais irréversible. Mon badge fonctionnait toujours, mon accès aussi, mais mon nom avait disparu de la liste des participants à une réunion prévue le lendemain. Sans explication, sans notification, comme une répétition. À cet instant, j'ai compris que la proposition n'attendait pas de réponse. Elle était déjà en train de produire ses effets. Les semaines suivantes, j'ai continué à venir au bureau comme si de rien n'était. Même horaire, même open space, même badge. Pourtant, quelque chose avait changé. On me parlait moins. Pas par hostilité, par ajustement. Les conversations s'interrompaient naturellement quand j'approchais, puis reprenaient sans malaise une fois passées. J'étais devenu un angle mort fonctionnel. En examinant mes propres traces administratives, j'ai compris à quel point le système était sophistiqué. Mon contrat de travail était intact, mes évaluations aussi, mais certains champs avaient été requalifiés. Mon périmètre d'intervention, redéfini par renvoi successifs. Mon rôle n'était pas supprimé, seulement rendu périphérique. Je continuais d'exister dans l'entreprise, mais plus dans ses décisions structurantes. Exactement comme les personnes effacées des successions. J'ai tenté une chose simple, demander un rendez-vous formel avec la direction juridique. La demande a été reçue, enregistrée, transmise. Elle n'a jamais été refusée. Elle n'a simplement jamais abouti. À chaque relance, une réponse polie, technique, diluée. Le calendrier était saturé, les priorités réévaluées. Ma demande restait valide, mais sans horizon. C'était la même logique que dans les dossiers d'héritage. Rien n'était bloqué, tout était suspendu. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un courrier recommandé. Pas du cabinet, d'une étude notariale que je ne connaissais pas. À l'intérieur, une notification m'informant que j'avais été mentionné comme tiers non concerné dans une procédure patrimoniale impliquant un membre éloigné de ma famille. Je n'étais pas héritier, je n'étais pas partie. J'étais explicitement qualifié d'irrelevant juridiquement. Le mot exact était sans incidence. C'est là que j'ai compris que le périmètre s'élargissait, que ce que j'avais observé professionnellement commençait à s'appliquer à ma propre trajectoire. La société ne se contentait pas de résoudre des héritages. Elle testait la solidité des existences. Et je me suis demandé, pour la première fois, si refuser de signer n'était pas déjà une forme de consentement mal négocié. J'ai commencé à documenter ce qui m'arrivait, par réflexe professionnel. Date, heure, modifications infimes, réponses différées, rien de spectaculaire. Mais mis bout à bout, cela dessinait une trajectoire. Pas une chute, une dérive contrôlée. Comme si quelqu'un avait décidé que je resterais visible, mais jamais décisif. En relisant certains dossiers anciens, j'ai compris un autre aspect du modèle. La société ne choisissait pas au hasard les personnes à neutraliser. Elle intervenait toujours quand une présence créait une instabilité narrative. Quelqu'un qui compliquait une histoire trop simple, un héritage trop linéaire, une filiation trop nette. Le problème n'était pas juridique, il était esthétique. Il fallait que le récit final soit acceptable, transmissible, sans aspérité. Un détail m'a frappé. Dans plusieurs cas, les personnes effacées avaient tenté, à un moment, de raconter leur version. Pas devant un tribunal, devant un journaliste, un notaire, un médiateur. Toujours sans suite. Leurs propos n'étaient jamais contredits. Ils étaient simplement classés comme non exploitables. Une catégorie qui n'invalide rien, mais qui rend tout inutile. J'ai alors réalisé pourquoi on m'avait laissé voir autant de choses au début. Je n'étais pas une menace immédiate, j'étais un test. Jusqu'où quelqu'un formé au droit pouvait-il accepter de devenir juridiquement décoratif sans protester ouvertement? Combien de temps avant que le confort du silence ne l'emporte sur l'inconfort de la lucidité? Un soir, j'ai rouvert l'enveloppe contenant le contrat. Cette fois, j'ai remarqué une mention que je n'avais pas vue. Une ligne en bas de page, presque invisible, indiquait que le document pouvait être considéré comme tacitement accepté,
en l'absence d'opposition formelle dans un délai raisonnable. Je me suis demandé, soudain, depuis quand le délai avait commencé à courir. J'ai cherché ce que signifiait exactement un délai raisonnable. La définition variait selon les contextes, les usages, les jurisprudences internes. Rien de fixe, rien de mesurable. Le délai n'était pas une durée, c'était une sensation. Le moment où l'absence de réaction devient interprétable. Le moment où le silence cesse d'être une attente pour devenir une position. En interrogeant discrètement une base interne à laquelle j'avais encore accès, j'ai découvert l'existence d'un protocole parallèle. Officiellement, un outil de suivi qualité. En réalité, un tableau d'observation. Des profils y figuraient, anonymisés, décrits par des comportements coopératifs, instables, résistants passifs. Chaque catégorie appelait une stratégie différente. Pour les résistants passifs, la recommandation était simple, ne rien forcer. Laissez le temps produire l'alignement. J'ai compris alors que personne ne venait jamais vous faire signer. La signature était secondaire. Ce qui comptait, c'était l'intégration progressive au nouveau récit. Continuer à travailler, continuer à percevoir, continuer à exister sans jamais perturber. À ce stade, le contrat devenait une formalité rétroactive. J'ai tenté une dernière chose. Envoyer un courrier officiel, rédigé avec précision, posant des questions simples sur la légitimité de certaines pratiques. Le courrier a été reçu, enregistré, classé. Quelques jours plus tard, je recevais une réponse parfaite sur la forme. Courtoise, argumentée, vide. Elle ne niait rien. Elle reformulait tout, en me remerciant pour ma contribution au climat de confiance. Ce soir-là, en rentrant, j'ai ouvert mon dossier personnel, conservé à la maison. À l'intérieur, un document récent s'était ajouté. Je ne l'avais jamais imprimé. Pourtant, il était là. Une synthèse, mon parcours, mes choix. Et une conclusion provisoire. Profil compatible avec une sortie silencieuse. Il ne manquait plus qu'une chose, que je cesse moi-même de contester cette définition. Je n'ai jamais répondu officiellement. Pas par courage, par inertie. Les jours ont passé, puis les mois. Et quelque chose s'est produit, presque imperceptible. Le malaise s'est estompé, l'indignation aussi. À force de ne plus être sollicité, j'ai cessé d'attendre. À force de ne plus intervenir, j'ai commencé à trouver cela normal. C'est là que j'ai compris le cœur du dispositif. Il ne vous enlève rien. Il vous enlève l'envie de reprendre. Un matin, en consultant un dossier anodin, j'ai reconnu une structure familière. Les mêmes formulations, les mêmes annexes. Et au milieu, un nom qui apparaissait puis disparaissait selon les versions. Cette fois, je n'ai rien signalé. Je n'ai même pas ouvert l'avenant. J'ai validé. Le geste était simple, fluide, presque professionnel. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris ce que signifiait réellement acheter le silence. Ce n'était pas une transaction ponctuelle, c'était une contagion. En sortant du bureau ce soir-là, j'ai croisé mon reflet dans une vitre sombre. Je me suis demandé à partir de quand je faisais partie de l'entreprise, non comme salarié, mais comme preuve vivante de son efficacité. Un exemple silencieux, une trajectoire réussie. Je n'avais pas été effacé, j'avais été rendu compatible. Plus tard, en rangeant de vieux fichiers, je suis tombé sur une version antérieure d'un dossier. Mon propre nom y figurait, brièvement, comme contact secondaire sur une analyse de conformité. Dans la version actuelle, il n'y était plus. Pas supprimé, inutilement mentionné, puis oublié. Exactement comme les autres. C'est là que la révélation m'a frappé, tardive et irréversible. Cette entreprise ne faisait pas disparaître les gens des successions. Elle testait jusqu'où une société pouvait accepter que certaines existences deviennent juridiquement anecdotiques. Et elle avait trouvé un marché immense. Il restait pourtant une dernière chose que je n'avais pas comprise. Le mécanisme ne s'arrêtait pas au mur de l'entreprise. Il se prolongeait ailleurs, sans signature, sans logo. Des mois plus tard, en consultant un registre public en ligne pour une démarche banale, j'ai tapé mon nom. Tout semblait normal. État civil valide. Activité déclarée. Puis une mention, discrète, standardisée, attachée à certains actes. Aucune incidence juridique détectée.
Une formule que j'avais déjà vue des dizaines de fois, appliquée à des clauses, à des biens, rarement à des personnes. C'est là que j'ai compris. Le système ne reposait pas sur une structure isolée, mais sur une habitude collective. Administration, cabinet, études, plateforme. Chacun acceptait ces expressions parce qu'elles simplifiaient, parce qu'elles apaisaient, parce qu'elles évitaient d'ouvrir des récits instables. L'entreprise ne créait pas le silence. Elle proposait une méthode pour l'accélérer, le rendre propre, transmissible, industriel. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. La voix était calme, presque bienveillante. Elle m'a informé que mon dossier était désormais stabilisé, que mon absence de réaction avait été interprétée correctement, qu'aucune action supplémentaire n'était nécessaire. J'ai demandé ce que cela signifiait. La réponse a été immédiate. Cela signifie que vous êtes devenu prévisible, pas effacé, pas invisible, prévisible. Dans leur logique, c'était une réussite. La preuve qu'un individu pouvait intégrer les limites du récit sans résistance ouverte. Que le droit n'avait plus besoin de trancher quand les comportements s'alignaient d'eux-mêmes. À cet instant, j'ai compris la véritable nature de leur activité. Ils ne géraient pas des héritages complexes. Ils participaient à une transformation silencieuse, où l'absence de conflit devenait plus précieuse que la justice, et où exister ne suffisait plus. Il fallait ne pas déranger. Depuis, je continue à travailler, ailleurs, autrement. Je lis toujours les annexes, je remarque toujours les absences, mais je sais aussi reconnaître le moment précis où intervenir vous classe, lentement, du mauvais côté du récit. Ce n'est pas une menace, c'est une compétence qui s'acquiert par glissement. Si cette histoire vous laisse une sensation étrange, ce n'est peut-être pas à cause de cette entreprise, mais parce que ce mécanisme fonctionne déjà tant que personne ne le nomme, tant que chacun accepte de devenir, un jour ou l'autre, juridiquement secondaire. Pour d'autres récits où le droit, l'administration et le silence dessinent des réalités inconfortables, continuez à suivre Écran hanté. Ici, rien n'est inventé, tout est seulement possible.